Bonsoir. Comment allez-vous? Seulement bien. Très bien quand même, non? Alors quand vous dites ça va bien, alors je n'ai pas l'air que vous êtes content d'être là. Mais nous avons réussi. Vous savez que en février, qu'on avait prévu la conférence, c'était la neige. Eh bien, bien entendu, je suis arrivé, je suis débarqué, il y avait une centaine de personnes. Et alors on a passé une soirée longue, intéressante et même mouvante. Ce soir, c'est la grève. Alors je ne sais pas que vous préparez, mes amis français, pour la 3e visite, mais j'espère que vous êtes plus imaginatifs que des grèves et que des mauvais temps. Moi, je suis arrivé hier de Cape Town, l'Afrique du Sud. C'est la photo que j'ai prise quand l'avion a décollé. J'ai laissé mes enfants, j'ai laissé mon épouse, j'ai laissé tout derrière pour continuer un travail. Un travail où personne m'a demandé d'être responsable. Je me suis mis à ma propre responsabilité de faire des choses. Et je crois que c'est très important que, surtout dans une ambiance d'université, d'école, que nous faisons une petite réflexion. D'où venons-nous? D'où je viens? Eh bien, il faut que je passe par un monastère. Ouais, il n'y a rien à faire. Moi, étudiant assez actif, je passais pas mal de temps de faire pas mal de choses qui n'avaient rien à voir avec les études. Et bien entendu, pour cela, il fallait quand même me préparer pour les examens dans un monastère. C'est le monastère de Tongerlo, où quand même nous avions le privilège de recevoir une bonne bière avant de dormir. Vous comprenez, comme étudiant, ça m'a beaucoup intéressé à l'époque. La tranquillité dans cette petite chambre-là, de préparer mes études avec des norbertins en chantant des vespères, ça m'a beaucoup inspiré. Mais un jour, je me suis levé le matin, je me suis dit, je vais me présenter comme président de l'association des étudiants en sciences économiques. Et j'ai écrit, bien entendu, programme pour les étudiants en sciences économiques. Nous sommes en 1978. J'ai présenté mon programme et dans mon programme, j'ai promis aux étudiants que j'allais organiser une réunion, une rencontre avec le président du Club de Rome. Moi, je suis plutôt des années 70. Je ne suis pas un hippie des années 60. Pour moi, les hippies, c'est déjà le passé. Je croyais déjà que c'était l'entrepreneur qui allait quand même redéfinir les modèles d'affaires. Et pour ça, en tant que président de l'association des étudiants, je me proposais quand même, pour faire preuve de mon désir de changer les règles de jeu et d'avoir une conscience sur le monde, que je devrais inviter le président du Club de Rome. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai fait la même chose ce soir. Vous allez voir plus tard un grand homme typique suédois de 2,2 mètres. Il va entrer, c'est le président du Club de Rome. Je me suis dit, je l'invite. Il est venu. Mais il y a des grèves. Alors, elle a été reprise par quelqu'un. Il est en train d'être piloté pour arriver quand même plus ou moins à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que quand vous êtes étudiant, vous avez une grande liberté de vous imaginer ce que vous croyez vaut la peine. Et c'est ça ce qui est important. Moi, je croyais devenir président était important. Eh bien, voici la réunion du 15 février 1979 avec le président du Club de Rome, le vice-président de la Commission européenne, Albert Copé. Eh bien, ce jeune type, vous imaginez ce qu'il est. J'ai eu de la chance cette soirée. Cette soirée, Alitalia, vous connaissez Alitalia, en grève, plusieurs heures de retard. Et le pauvre président du Club de Rome, le docteur Aurelio Peccei, coincé dans l'aéroport avec un étudiant qui venait d'achever un rêve.
parce qu'il était là. Mais le rêve dépassait quand même les rêves, parce que maintenant, il était avec le président pendant 3 heures, à l'aéroport, en attendant de l'autre vol. Après 3 heures, le docteur Aurelio Peccei est devenu mon mentor. C'était incroyable. Je ne pouvais même pas m'imaginer, quand j'étais au monastère, qu'un jour, j'aurais pas seulement le président du Club de Rome pour une conférence, pour laquelle il payait même son propre voyage, mais en plus, qu'après 3 heures, il a dit « Je t'appuie. Mais faites-moi une promesse », il me disait. Et la promesse était que je n'entre jamais dans une grande entreprise. Jamais je rejoins une multinationale. Mais lui, il était le président de Fiat. Il était le président d'Olivetti. Je dis exactement, c'est pour ça que je te le dis. Ne le faites pas. Eh bien, c'était une expérience extraordinaire. J'ai eu une grande inspiration de beaucoup de personnes dans toute ma vie, mais la moitié des personnes qui m'ont inspiré étaient des membres du Club de Rome. Non, non, je vous assure, le pape n'est pas membre du Club de Rome. Il habite Rome. Seulement pour une petite précision, si vous croyez que c'est lui. Mais il y a des personnalités extraordinaires. J'aimerais bien vous indiquer ici Elisabeth Borghese, la fille de Thomas Mann, membre du Club de Rome. C'est elle qui a décidé que la loi des mers, the law of the sea, devrait être établie, et c'est elle qui, avec le Club de Rome, a décidé que la législation que nous avons développée pour les territoires devrait aussi être appliquée pour 70% de la totalité de notre terre. Vous ne savez peut-être pas même c'est quoi le Club de Rome. C'est un club d'une centaine de visionnaires, des farfelus, des gens qui s'imaginent un futur long terme, mais qui ont un intérêt dans le bien commun. Carlo Petrini, vous connaissez, Slow Foot, est membre du Club de Rome. J'ai eu le grand avantage de connaître des gens extraordinaires, mais il faut toujours que je me rappelle, en toute humilité, c'était le jour que je suis réveillé et que je me suis décidé de postuler et être élu comme président de l'ASEC qu'a changé ma vie. C'est une décision, une matinée, comme un étudiant qui ne savait même pas s'il allait gagner les élections. Le président du Club de Rome, Aurelio Peccei, m'invita immédiatement à la première réunion où j'ai participé du Club de Rome à Salzbourg. Je ne connaissais même pas le nom du président de l'Autriche qui était en train de faire son allocution. J'avais aucune idée. J'avais aucune idée de ce qui était là, les personnalités présentes. Mais j'étais moi, j'étais le président des associations des étudiants en sciences économiques. C'est ça ce qui était important. Et j'étais accepté. On m'a accepté pour dialoguer, pour débattre. Et bien entendu, le thème de ce rapport du Club de Rome, pour moi, est le rapport le plus important. Comme on connaît très bien le rapport halte à la croissance, ce rapport était intitulé « No limits to learning ». Il n'y a pas de limite à l'apprentissage. C'est exactement dont j'avais besoin, parce que parmi ces savants, ces visionnaires, j'étais rien, 2 fois rien. Mais le moment où tout le monde t'accepte comme tu es comme tout le monde. Ça veut dire, tu n'es plus rien. Tu vaux. Et c'est ça ce qui est important dans la vie. Ces opportunités qui sont des cadeaux qu'on ne peut pas se proposer. Alors quelques années plus tard, c'est Aurelio Peccei qui était de visite à Tokyo, et moi je venais de lancer ma petite entreprise à Tokyo. J'étais à Tokyo, à l'invitation au début du gouvernement belge, parce que j'étais quand même un bon étudiant. Et grâce à cette bourse, j'ai décidé de rester au Japon et de monter ma première entreprise. Vous imaginez ce que c'est l'entreprise ? L'importation de la bière belge au Japon.
Quelle bière belge? La bière des monastères. Ce n'est pas le hasard dans la vie. Vous prenez des décisions et vous prenez une responsabilité. La responsabilité est entre autres que grâce à la vente des bières au Japon, pour lequel j'obtenais un prix qui était le triple qu'on pouvait vendre les mêmes bières en Belgique, il était possible de restaurer les toits des églises. Grâce à la vente de bières au Japon, alors ça, je ne peux pas du tout imaginer que c'était mon rôle de faire ça. Mais tout d'un coup, je constate qu'il est possible de faire beaucoup plus de ce qu'on s'imagine, à condition qu'on est prêt pour se mettre sur la vague. Pensez jamais que vous êtes la vague. La vague est là. Elle est là. Mais vous devez apprendre à devenir surfistes. Vous devez surfer et reconnaître les vagues. Et une de ces vagues, c'était la vague de la bière. J'adorais la bière quand j'étais, bien entendu, au monastère. Et encore aujourd'hui, comme vous verrez, j'aime bien la bière. Mais j'étais à Tokyo. J'étais à l'Université des Nations Unies à Tokyo avec Aurelie Pecei, où le recteur de l'université nous receva et où on a discuté comment nous, jeunes étudiants, jeunes entrepreneurs, comment nous souhaitons réaliser des innovations que même le président du Club de Rome ne pouvait pas s'imaginer. Vous savez qu'en tant que jeune, et en plus en tant que jeune entrepreneur, vous avez une grande liberté. Ce que nous devons apprendre dans la vie, c'est pas seulement d'être homme ou femme, c'est d'apprendre comment être homme et femme libres. Libres d'agir selon ses principes et ses éthiques. Alors j'ai fait connaissance avec les Nations Unies, l'université, eh bien, peut-être vous le savez, qu'en 1993, le gouvernement japonais et l'Université des Nations Unies m'ont invité de lidérer les préparations pour le COP3, le COP de Kyoto. Extraordinaire, j'y étais déjà, j'avais mes relations, mes contacts. Je crois que c'est très important de toujours suivre cette petite filière qu'on est en train de créer dans sa vie et toujours être prêt de prendre la responsabilité. Responsabilité pour, effectivement, la responsabilité pour des opportunités que vous avez créées, vous-même. Quand Aurelie Pecei décéda, j'ai décidé d'écrire son livre. J'étais entrepreneur, je gagnais mon argent et j'avais le choix de prendre une année libre. Et j'ai retracé la totalité de la vie d'Aurelie Pecei, l'homme qui m'avait formé, l'homme qui m'avait poussé, l'homme qui m'avait engueulé. Et j'ai retracé sa vie en Chine, en Argentine, en Italie et aux États-Unis, un peu partout. Mais j'ai un problème parce que le Club de Rome, le club de ces savants, ne croyait pas du tout que c'était un jeune Belge qui n'a jamais écrit un livre dans sa vie, d'écrire quand même la biographie d'Aurelie Pecei. Et tout d'un coup, je suis exclu du Club de Rome. Je suis exclu de tous les contacts parce que, quand même, ce jeune homme, il a tapé un 30 ans, il n'a jamais écrit un livre. Et maintenant, il prétend d'écrire un livre sur Aurelie Pecei, notre fondateur. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai écrit le livre, je l'ai publié. Il n'a rien à faire, et les savants du Club de Rome ne l'ont jamais fait. Mais le livre fut présenté à Genève, et le livre est un livre assez extraordinaire. J'ai fait un Google, comme on dit hier, pour voir si mon livre est encore disponible sur Amazon. Et quelle surprise! Je ne pouvais pas croire. Vous pouvez lire à quel prix on est en train de vendre mes livres sur Aurelie Pecei? 1104 $. Bah, c'est signé, hein, quand même. Mais vous pouvez le décharger gratuitement. Je les mets sur Internet gratuitement. Il y a encore des gens qui sont capables de le vendre pour plus de 1000 $. Autographié, bien entendu, mais quand même, je ne suis pas encore mort.
c'est assez intéressant de voir dans la vie qu'il y a des opportunités qui se présentent et des opportunités qu'on crée pour des autres. Ce n'était pas mon planning, ce n'était pas mon but, mais quand même, c'est intéressant. Le dernier voyage que j'ai fait avec Aurélie Pecci est un voyage qui m'a marqué. C'est un voyage en Colombie. C'est à l'invitation du président Belisario Betancourt de l'époque que nous sommes allés visiter dans le Vichada, tout près de la frontière avec Venezuela, une région qui vient d'être achetée par Paulo Lugari. Une région où nous avons débattu la réalité, c'est que la couverture de notre terre en forêt avait diminué de 47 à 31%. Alarme, comme on dit chez le Club de Rome. Alarme! Eh bien, alarme. Qu'est-ce qu'on va faire? La perte de 15 milliards d'arbres par an, c'est plus tenable. On est en train de déforester. C'est la crise. Eh bien, à cette époque-là, j'en avais, excusez-moi pour le dire ainsi, j'en ai marre des gens qui disent que c'est la fin du monde. Même si j'étais avec les membres du Club de Rome. Et avec Paulo Lugari, on s'est posé la question. Pourquoi on ne rassemble pas les savants, les gens avec persévérance et avec créativité pour régénérer ce forêt tropicale humide qui fut détruit il y a 250 années par les colonisateurs? Les savants de l'époque nous disaient « Nous sommes des fous, c'est pas possible ». Eh bien, si vous êtes scientifique et ça n'a jamais été fait, vous avez la responsabilité, le devoir de dire que c'est impossible. Mais si vous êtes entrepreneur et vous avez un rêve, vous avez le droit de dire « Je vais le faire ». Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons fait. C'était l'esprit probablement de ce dernier voyage d'Aurélie Pecci, quand il est mort quelques semaines après, que Paulo Lugari m'en a dit, c'était le rêve, ce n'était pas la crise qu'on voulait annoncer. Bien entendu, la perte de quelqu'un qui est très cher à nous, c'est toujours la crise. Mais de l'autre côté, c'est la renaissance, c'est Pâques. Et c'est pour ça que nous avons mobilisé 6 millions de dollars avec la vente des systèmes solaires pour des bâtiments, des immeubles sociaux, que nous avons financé le démarrage de ce projet. On a décidé de focaliser clairement sur la génération des plus-values avec un objectif: faire la preuve que non pas seulement il est techniquement possible de régénérer les forêts tropicales humides dans des zones qui ont été détruites des siècles avant, en plus, on sait mobiliser l'argent, en plus, nous sommes capables d'utiliser cette opportunité pour développer un nouveau modèle d'affaires qui change les règles du jeu. Et c'est ça ce qu'un entrepreneur devrait faire, changer les règles du jeu. Pas seulement faire du fric. Le but n'est pas d'être apprécié par les venture funds. Le but, c'est d'avoir une éthique, de créer un monde meilleur. Grâce à les explications qu'on recevait quand même de la population locale, ce qui était le plus important, c'était la différence entre la température de la terre et de la pluie. Parce que si la terre est chaude, plus chaude que la pluie, jamais la pluie peut pénétrer. Ce sont les lois de la physique. Alors tout d'un coup, nous apprenons que ce sont les lois de la physique qui sont beaucoup plus importantes que les semences, beaucoup plus importantes que la génétique des semences. Et on a suivi la logique pour assurer qu'on trouve un arbre, un sapin, qui est capable quand même de résister à cette température de 45-50 degrés pendant 9 mois, sans une goutte d'eau, et 3 mois avec des orages permanents qui enlèvent toute couche de terre
qui aurait été construit dans les 9 mois auparavant. On a réussi, on l'a fait. Et c'est pour moi quand même, de temps en temps, selon quelques personnes, la base de mon arrogance. Ah oui, on devient arrogant quand on a fait quelque chose. Alors c'est pour ça que, quand même, il faut situer l'ampleur et l'impact que cette autoconfiance, cette confiance en soi est née grâce à l'opportunité de travailler dans une équipe, de faire quelque chose qu'on croyait impossible. Mais si vous avez réussi de régénérer la forêt tropicale, vous régénérez la biodiversité. Aujourd'hui, cette région de la Colombie est la seule région qui n'a pas de chômage, n'a pas de chômeurs. C'est la seule région de la Colombie où nous avons régénéré la biodiversité. Mais si vous faites tout cela, vous êtes en train d'approvisionner la population locale avec l'eau potable pour toujours. Quel cadeau! Quel cadeau de pouvoir dire à la population locale, c'est fini les problèmes gastro-intestinaux, c'est fini votre problème de digestion, c'est fini parce que vous avez la possibilité de vous approvisionner, grâce à la régénération du forêt, de l'eau potable. Et alors maintenant, nous avions le nouveau défi de trouver un modèle d'affaires afin que l'eau soit gratuite. Parce que quand même, on ne va pas monter l'affaire de l'eau à une population qui est une population des réfugiés des guerres de cocaïne. Eh bien, notre modèle est devenu assez simple. Le modèle, c'est que 10% de la production de l'eau est vendue dans des restaurants à Bogota, et grâce à la vente de 10%, nous avons les moyens financiers pour offrir gratuitement l'eau à la population locale. 3 litres d'eau potable par jour, gratuit. La bouteille qui, par loi, est une bouteille PET. On n'aimait pas du tout les bouteilles PET, mais c'est la loi. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a fait le redessin de la bouteille, et vous voyez que la bouteille est plutôt une bouteille Lego. Avec ces bouteilles, les enfants peuvent faire des jouets et leurs parents font la construction des immeubles. Ah oui, il faut changer les règles du jeu. Mais alors on se posa la question, les camions qui transportent l'eau du centre de la Colombie vers Bogota rentrent vides. C'est pas possible. Alors nous avons fait un accord avec les restaurants, et les restaurants nous donnent gratuitement leurs huiles usées du restaurant afin que nous pouvons le transformer en biodiesel chez nous. Le transport est 0 émission pour nous. Mais pour pouvoir produire du biodiesel, on a besoin d'un procédé de transestérification. Vous êtes ingénieur, vous connaissez. On a besoin quand même du méthanol, on produit du glycérine. C'est un procédé cher, ça a besoin de capital. Et tout d'un coup, nous constatons que quand nous avons nos sapins, il y a un raisin, et le raisin de sapin a de térébenthine. Et le térébenthine, c'est quand même la transestérification naturelle de la nature. Et alors nous avons le premier centre de production de biodiesel sans transestérification, parce qu'on mélange l'huile usée des restaurants avec la térébenthine. Le capital dont nous avons besoin pour faire le biodiesel est 5% du moins cher du monde. Parce qu'on mélange, c'est tout. Aujourd'hui, c'est la seule région du monde où la totalité de la mobilité est assurée par une énergie locale, produite localement, ou soit des huiles usées, importées, en revanche pour l'eau qu'on a vendue pour avoir
la possibilité de fournir 90% de la population gratuitement avec l'eau potable. C'est ça le dessin systémique des modèles d'affaires. Et quelle est la valeur d'un terrain où vous avez une population en pleine santé? Quelle est la valeur de la région si vous avez vos propres énergies? Quelle est la valeur si vous avez la biodiversité, le plein emploi, et si vous avez en plus cette possibilité de rêver? Ce terrain vaut beaucoup plus qu'un terrain où il n'y a pas même un arbre. L'opération financière qu'on a montée est une opération qui, selon JP Morgan, pas Günther Pauli, qui, selon JP Morgan, a une valeur qui est 3000 fois plus que la valeur d'achat du terrain. Nous sommes une fondation, ce n'est pas un argent pour nous, c'est un argent pour la population. On a passé en une génération d'une population des réfugiés dans une population classe moyenne bancable, sans dette. Sans dette, mesdames et messieurs. Et c'est ça ce que je souhaite partager avec vous. C'est aussi bien l'innovation d'engineering du biodiesel que la régénération des forêts, que la santé. Mais alors là, le dessin social est aussi important. Une société où on n'a pas d'intérêt d'expérimenter avec le social, c'est une société qui n'avancerait jamais. Et quelle est notre innovation à toute petite échelle et en toute modestie? C'était la décision que chaque enfant, à son 6e anniversaire, chaque enfant reçoit une bicyclette comme cadeau. Qu'est-ce qui se passe avec des enfants qui boivent 3 litres d'eau par jour et des enfants qui ont une mobilité simple, une fois pour toutes, la bicyclette? Eh bien, ce sont des enfants en bonne santé. Mesdames et messieurs, oui, au début, on a construit un hôpital. C'est évident, ça fait partie de notre logique. Aujourd'hui, l'hôpital est fermé pour manque de patients. C'est ce que j'appelle le développement durable. Le vrai. Le reste, je n'y crois pas. Et c'est ça, les objectifs que nous avons atteints aujourd'hui à Las Gaviotas, et nous allons encore faire un nouveau voyage en mai prochain. Je vous invite, c'est pas la peine de débattre si c'est vrai ou pas vrai. Ce qui est important, c'est de venir voir vous-même, de venir voir et de parler avec les gens, de ressentir comment il y a du bonheur. Parce qu'en plus, chaque personne de notre communauté, de 10 000 personnes, soit on chante, soit on joue la musique. Parce que quand la bouche est en train de chanter et les mains sont en train de jouer, il n'y a plus d'espace pour les armes, ni pour cocaïne. C'est une zone, en Colombie, libre de cocaïne. Je crois que c'est important d'insister que ceci n'est que possible quand vous êtes dans la périphérie de la société. C'est difficile de réaliser à Paris. C'est pour ça que j'ai besoin que vous voyagez, que vous jeunes, vous voyagez, et vous allez là où vos parents n'ont jamais proposé que vous y ayez. Comme par exemple Las Gaviotas en Colombie. La fermeture de l'hôpital pour nous était une réalisation incroyable. Plus, nous avons dépassé nos rêves. C'est beaucoup mieux qu'on pouvait s'imaginer. Et c'est ça ce qui est important. Si vous avez un plan sur 5 ans, un plan sur 10 ans, et vous travaillez pour réaliser vos plans, vous ne dépasseriez jamais vos plans. Raison pour laquelle, chez nous, pour toute entreprise qu'on lance, on ne souhaite pas savoir quel est le plan d'affaires et le plan stratégique. Parce que nous sommes des surfistes.
Nous avons appris dans la vie d'être surfistes et on reconnaît les vagues et on se met sur les vagues. Et le moment qu'on met sur la vague, on ne sait pas toujours où on va arriver. Les histoires autour de Las Gaviotas en Colombie sont des histoires que peu de gens peuvent s'imaginer ni croire que c'est la vérité. C'est pour ça que j'ai dû écrire dès le début des fables qui permettent de parler aux enfants, les enfants de 3, 4, 5 ans, des enfants qui ne font aucune distinction entre réalité et rêve. Tout est réalité. Il n'y a pas de fantaisie chez les enfants. Malheureusement, notre éducation ne permet pas du tout que les enfants maintiennent cette capacité de rêve, de rêver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis si content que le gouvernement japonais distribue déjà 180 de mes fables gratuitement dans toutes les écoles chinoises. On ne pouvait même pas le proposer aux Chinois. Quand le Club de Rome, qui célèbre cette semaine son 50e anniversaire de sa création, quand le Club de Rome, 30 ans après, publia le fameux rapport Limits to Growth, halte à la croissance, 30 années après, je me dis, mais quand même, ils ne sont pas sérieux. J'ai décidé de créer une nouvelle industrie. C'est l'action qui compte. Aujourd'hui, les gens ont assez des prédictions, des rapports, des propositions, des débats. On souhaite voir l'action, le concret. Qu'est-ce qu'on fait? Et le concret ne peut pas se limiter à des anecdotes. On a vu trop d'anecdotes. Il faut changer les statistiques. Il faut réaliser une échelle d'activité qui change le monde, change les statistiques. Alors cette petite entreprise que j'avais reprise, presque en faillite, est une entreprise que nous avons pu relancer. L'entreprise fut relancée avec la construction de la première usine au monde sans déchets, sans émissions. Nous sommes en 1991. C'est la raison pour laquelle les Japonais m'ont invité de venir pour préparer le protocole de Kyoto. Parce que j'avais fait la preuve qu'avec la création de cette entreprise, moi je n'avais aucune expérience de la détergence. Je ne savais même pas fabriquer de la détergence. Mais c'est grâce au fait que je ne connaissais rien de la détergence que je pouvais changer les règles du jeu parce que je ne connaissais pas les règles. Et les pauvres de Procter & Gamble et les pauvres d'Unilever ne pouvaient pas comprendre ce qu'il était en train de faire. Une usine qui coûte le double et son produit est la moitié du prix. C'est pas normal. Mais ce n'était pas à moi de leur expliquer mon modèle d'affaires. Je suis David, je ne suis pas Goliath. Et pour autant que David se comporte comme David, il gagne. Ça, vous savez tous et toutes. David gagne. David gagne parce qu'il change les règles du jeu sans informer ni expliquer à Goliath. Et c'est ce que j'ai fait. Je prenais 10% du marché aux Pays-Bas. Unilever augmentait la pub, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'ils ne comprenaient pas que j'avais fait une réformulation de la détergence, parce qu'aux Pays-Bas, les autorités d'eau maintiennent une dureté d'eau bien spécifique qui me permettait d'éliminer 30% de nos ingrédients. Alors je mettais au travail mes chimistes pour faire une nouvelle formulation qui était adaptée seulement aux Pays-Bas. Mais les grandes usines, avec leur grande production, avec l'économie d'échelle, ils n'avaient que 3 usines pour la totalité de l'Europe. Ils étaient obligés de fabriquer pour l'eau le plus dur de l'Europe. Et moi, je pouvais, avec ma petite usine, m'adapter. J'avais déjà un avantage de 30% seulement sur les ingrédients. Et en plus, grâce à cette usine qui est devenue très populaire, je pouvais exiger qu'on me paye en avance.
Sainsbury, en Angleterre, me payait 45 jours en avance. C'est comme ça que j'ai financé ma croissance. Parce que les banques ne voulaient pas me suivre. C'est évident, un jeune qui n'a pas d'expérience. Comment est-ce qu'on va financer un jeune type arrogant? L'entreprise m'a beaucoup marqué. Parce que même si le produit, la détergence était biodégradable, quand je suis arrivé à l'invitation du gouvernement indonésien à Kalimantan, je me suis rendu compte que j'étais le responsable de la destruction du forêt tropicale humide. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'étais si vexé sur le tropique. Vous comprenez pourquoi je croyais que c'est si important qu'on dédicace une bonne partie de sa vie à la régénération des forêts. Parce que j'ai dû admettre que j'étais le responsable de l'introduction de l'huile de palme dans la détergence. Et comme j'avais un tel succès, même Procter & Unilever m'ont copié. Et quand moi je suis revenu de l'Indonésie, je suis allé directement à Amsterdam pour aller voir mon ami, le directeur général de Greenpeace, Paul Gilding. Et je dis, Paul, j'ai une proposition à te faire. Il faut que nous fassions campagne contre EcoVert, mon entreprise. Quoi, tu es le PDG? Oui. Tu as 50% de l'entreprise? Oui. Tu veux qu'on fasse ensemble campagne contre ton entreprise? Je dis oui. Il faut quand même avouer au grand public quand on a fait erreur. Ce n'est pas de surprise que même Greenpeace croyait que j'étais arrogant et un fou. J'avais perdu l'horizon. Mais c'est à ce moment-là que j'ai pris une décision éthique. Oui, j'aurais pu prendre quand même 3, 4, 5 années pour changer la formulation en accord avec mon partenaire. Oui, j'aurais pu perdre le 10% de notre marge bénéficiaire, mais mon partenaire ne voulait pas. Et à ce moment, j'ai dit, comment je me défendrai dans les yeux de mes enfants dans un futur, quand je leur dise, eh bien, j'ai continué à détruire moins de forêts tropicales. C'est une explication impossible dans les yeux d'un enfant. Et à ce moment-là, je me suis retiré 6 mois de tout. Je suis arrivé à la conclusion, après 6 mois, que je devrais donner l'entreprise à mon partenaire gratuitement. Et que dès ce moment-là, je me dédicace au dessin des modèles d'affaires où ce type de problème, ce type de déception n'arrive plus. C'est comme ça que je suis arrivé au dessin systémique. La mathématique de MIT des années 64, de Jay Forrester, le professeur Dr. Jay Forrester. C'est lui qui a gagné contre IBM un grand plainte. C'est lui qui a gagné devant les juges aux États-Unis que IBM avait copié ses algorithmes. C'est lui qui a développé les grands modèles mathématiques qui a utilisé le Club de Rome. Et c'est ces modèles de mathématiques que, dès à présent, j'ai utilisés pour développer nos modèles d'affaires. Il faut voir le système. On ne peut plus focaliser sur une affaire si vous ne connaissez pas le contexte. Vous êtes un prétexte. Et c'est là où j'ai appris, encore une fois, de désapprendre que je connaissais. Oui, le toit de mon usine était assez populaire. J'invitais quand même les grands de l'Europe pour venir s'aimer leurs petites fleurs sur mon toit. J'ai vu passer plus de 10 000 de mes clients qui ont tous planté une fleur sur le toit de mon usine. Je vous assure, ce sont des gens qui, même aujourd'hui, achètent le produit. Parce que combien de produits parlent encore avec notre cœur
C'est toujours la même chose. C'est le prix, c'est le prix, c'est le prix. C'est pas vrai. Si on a l'opportunité de parler au cœur de notre société, nous sommes capables de le changer. J'ai résumé pour le Club de Rome l'analyse des opportunités. Je crois que l'analyse des problèmes, je le laisse aux cartésiens. Je ne fais que l'analyse des opportunités. Aujourd'hui, la méthodologie de l'économie bleue est assez simple. Quelles sont les opportunités que vous avez avec ce que vous avez disponible autour de vous? Cherchez pas ailleurs. Passez de bon temps ailleurs. Apprenez des autres. Sentiez-vous mal à l'aise dans cette nouvelle atmosphère. Mais chez vous, vous avez un rôle, une responsabilité. C'est d'utiliser, de créer des plus-values avec ce que vous avez. Je viens de présenter, il y a quelques semaines, à Buenos Aires, le plan A. Le plan A s'appelle plan A parce qu'il n'y a pas de B. C'est assez simple. Je ne veux plus savoir plan A, plan B, papa. Parce que là, c'est le débat qu'on fasse. Je ne veux plus de débat, c'est l'action. C'est l'initiative. C'est foncer avec enthousiasme et positivisme. J'ai proposé 10 nouveaux secteurs pour l'économie argentine. Les 10 ont été approuvés par le gouvernement, 7 ont déjà le financement pour démarrer. C'est comme ça qu'on transforme la société, avec le positivisme, grâce aux scientifiques. Cette époque que j'ai passée à l'Université des Nations Unies m'a donné un cadeau extraordinaire, sans pareil dans ma vie, c'est que j'ai fait connaissance avec les scientifiques. Comment un économiste, un MBA de l'INSEAD, j'ai fait l'INSEAD, alors comment un MBA de l'INSEAD connaisse les grands scientifiques du monde? Ce n'est pas possible par le biais de l'INSEAD. L'Université des Nations Unies m'a donné ce cadeau extraordinaire. Et 25 ans après, j'ai un réseau de plus de 1000 entrepreneurs qui ont réalisé des projets. De temps en temps des jeunes qui ont fait des petits projets, de temps en temps des moins jeunes qui ont fait des grands projets. Et je suis très content d'avoir dans l'auditoire ce soir mon ami Cédric Péchard, un de ces entrepreneurs, que je n'ai plus vu depuis 10 ans et qui a décidé tout d'un coup de revenir et de dire bonjour. Cédric, merci. On a besoin des entrepreneurs. Lui, il a eu l'humilité d'aller en Afrique, au Zimbabwe, pour connaître la manière dont les orphelines ont réussi à transformer les déchets de l'agriculture, y inclus les marques café, en champignons. Il a répété ici à Paris. C'est toi, Cédric, tu l'as fait. C'est la transformation des idées, mais c'est surtout la création des plus-values. Il faut créer plus-value. Il faut avoir la clarté que la compétitivité de futur ne dépend pas du moins cher. La compétitivité de futur, c'est votre capacité de générer des plus-values en pluriel. Et pour ça, on a besoin des innovations. Mais des innovations pas seulement techniques, des innovations aussi bien dans le social et dans les modèles d'affaires. Mais il faut qu'on soit disruptif. Je suis Schumpeter. Je ne suis pas du tout Steve Jobs. Je ne suis pas Che Guevara. Si on me compare avec quelqu'un, c'est Schumpeter. La disruptivité est indispensable dans la création, mais il faut être surprenant et positif. Alors une de mes propositions pour l'Argentine, c'est grâce à cette visite à la Patagonie, cet endroit extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez déjà visité, mais la marque Patagonie est connue grâce à
Yvon Chouinard qui a créé la marque pour les vêtements. Et en Patagonie, j'observe, grâce à l'hélicoptère qu'on m'avait mis à la disposition, cette beauté de ces vallées le matin. J'observe et je me pose la question. Quelle est la plus grande biodiversité qui est présente avec un intérêt économique dans ce forêt-là? Alors, je vous aide. Quelle était ma première entreprise? La bière. Qu'est-ce qu'on a besoin pour produire la bière? La levure. Par kilomètre carré, il y a 1000 levures différentes en Patagonie. 1000 levures sauvages différentes. Extraordinaire. Sans levure, pas de bière. Sans levure, pas de vin. Pas de pain. Pas de kimchi. C'est quand même assez incroyable. Et il y a plus de 1000 brasseurs artisanaux en Argentine et presque tous importent la levure. Je ne comprends pas. Hein? Le monde entier est contrôlé, 80% du marché, par 3 marchands de levure et les 3 marchands ne travaillent qu'avec des levures génétiquement contrôlées pour avoir toujours la même bière. Vous savez, toujours la même bière, c'est Stella Artois. Ce n'est pas ma préférée. Il faut quand même s'imaginer autre chose. Aujourd'hui, nous avons mobilisé les investissements pour que l'Argentine se convertisse dans le premier pays du monde où on relance le marché des levures sauvages pour bière, vin et pain. Ça veut dire que vous êtes dans toutes les maisons du monde, hein, parce qu'avec ces 3 produits, vous êtes tout le monde. Alors vous n'avez aucun risque de vous lancer, parce que vous avez la biodiversité, vous avez le prix de produits. Qu'est-ce qu'il nous manque? Ah, il nous manque la récolte permanente des levures. C'est pour ça que nous avons lancé le concept en Argentine, que des jeunes, dès de 16 ans, sont invités d'aller au safari de levure. Et si vous invitez un jeune de 16 d'aller au safari de levure pour trouver la levure pour sa bière, je vous assure, vous avez des milliers de candidats. Le modèle d'affaires derrière, c'est qu'en Argentine et sur la vente des produits à l'extérieur, on prend un royalty de 2% pour financer les parcs nationaux. Ah oui, parce que s'il n'y a de parc national, si on n'a pas les parcs, on ne conserve pas du tout l'écosystème. Si vous n'avez pas l'écosystème conservé, vous n'avez plus de levure. Le système sera le premier autofinancement des parcs dans le monde. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est le modèle d'affaires qui change tout le temps. C'est le modèle d'affaires qui vous permet d'imaginer des choses incroyables. Mais mon premier client, parce qu'on dit « Ah, il n'y a personne qui l'achète ». Ah non, 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 non. Le modèle d'affaires se confirme avec le premier client. Et dans notre cas, c'était Heineken. La brasserie la plus importante en Argentine, c'est Quilmes. Ils ont dit « Non, 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 ça ne marche pas ». En plus, c'est InBev en Belgique qui décide. On n'a pas le droit de décider, nous. Heineken a produit la bière, nous a donné la crédibilité, et nous croyons que le marché de la levure, qui est quand même un marché de 10 milliards d'euros par an, 10% du marché sera réservé pour l'Argentine. C'est comme ça qu'il faut penser. Grand, assez agressif, mais avec le grand plaisir et le bonheur d'avoir des bonnes bières et du pain. Mesdames et messieurs, ce que je crois qui est important, c'est d'être positif. Rester positif, même quand il nous paraît, comme ça fut insinué, qu'il y a un président qui s'appelle Trump, et quand même, de temps en temps, ces tweets nous agacent. Eh bien, ce qui m'agace sont les croisières. Mais je n'ai pas le droit d'agir contre.
Ma dernière proposition de boycotter une entreprise, c'était contre ma propre entreprise. Mais je crois qu'il est important que l'on mette ensemble les ingénieurs pour s'imaginer les solutions. Eh bien, c'est une de nos solutions. Nous avons le premier bateau qui a déjà fait le tour du monde. Le premier bateau, un trimaran de 36 mètres, avec 512 mètres carrés de photovoltaïque, pour produire avec 12 heures de sol, avec 12 heures, on remplit les batteries lithium dans le bateau, 8 tonnes, qui nous donne une propulsion de 24 heures, soit on utilise l'électricité pendant 12 heures pour hydrolyser l'eau de mer, qui nous donne l'hydrogène, qui nous permet d'avoir une propulsion pour le bateau pendant 6 jours. Pour nous, le débat entre lithium, batterie lithium et hydrogène est fait. Le bateau l'a prouvé, on l'a fait le tour du monde. C'est parce qu'on est en train de faire un petit test en laboratoire. On l'a fait. Et dans le cas où il n'y a plus d'hydrogène ni sol, et bien voilà, il y a encore le vent. Nous sommes les premiers bateaux qui le font. Mais notre but, ce n'est pas le bateau. Le but, c'est d'inspirer les gens. Le but, c'est quand même de faire preuve que l'engineering de l'hydrogène intégré avec les kites et avec les batteries, c'est parfaitement possible. Parce qu'un bateau qui est capable quand même de supporter 70 personnes, c'est un bateau qui est comme un petit île. Et ce bateau-là, eh bien, on vient d'arriver à Lima, au Pérou. Nous passerons à Valparaíso et après, nous avons le but de visiter cette petite île. Vous reconnaissez l'île. La population locale l'appelle Rapa Nui. Une île extraordinaire qui est très connue dans le monde comme l'île de Pâques. Mais l'île de Pâques est la preuve de la destruction que nous sommes capables de faire avec des merveilles comme cette île-là. Aujourd'hui, plus d'arbres sur cette île. Aujourd'hui, une déchetterie de plastique débordée. Aujourd'hui, cette île n'a plus d'eau potable. Dépend 100% de l'importation du gasoil. Et ça, c'est l'île où 100 000 personnes passent par an pour aller prendre des photos. Nous avons décidé de mettre ensemble un consortium. Et grâce à l'expérience de tour du monde qu'on est en train de faire la deuxième fois, grâce à cette expérience, nous proposons l'île autosuffisante. Avec quoi? Eh bien, notre message est assez simple. Si vous avez l'eau de mer, si vous avez du soleil, si vous avez du vent, eh bien, on produit toute énergie et toute eau dont vous avez besoin. Ne croyez pas passer une nuit sur notre bateau. On l'a fait. Une population de 6600 personnes a voté en faveur de notre proposition. Mais le contrôle de l'énergie et de l'eau est fait à 3700 km à Santiago de Chile. Heureusement, il y a un nouveau président qui vient d'être installé il y a 3 semaines. Je suis en route pour le rencontrer. Mesdames et messieurs, il faut que nous ayons des cas concrets. S'il y a des étudiants, ingénieurs qui souhaitent passer 1 semaine, 2 semaines, 6 semaines sur le bateau, écrivez-moi. Parce que le bateau est une réalité. Et il faut que nous ayons plus de Français qui ont l'expérience parce que le bateau est basé où? Lorient. Ah, Bretagne. Moi, il est parti, hein. Je crois que c'est très important qu'ensemble, nous avons des missions. Nous avons des missions à réaliser pour notre monde et pour notre propre bonheur. Nous allons passer les 2 années à venir dans tous les pays du Pacifique.
On passe par Robinson Crusoe, Rapa Nui, Tahiti, Tonga, Fidji, Vanuatu, Samoa. On va passer par toute la Pacifique afin d'apporter un message technologiquement prouvé que je crains malheureusement mi-école polytechnique est en train d'enseigner aujourd'hui. C'est pour ça que je vous invite chez nous, sur le bateau, et que vous revenez et vous enseignez. C'est ce qui est important, c'est de donner l'opportunité. Moi, j'ai eu le grand luxe d'avoir un menteur. Eh bien, je crois à mon âge, j'aimerais bien donner beaucoup plus d'opportunités de faire des découvertes que normalement on ne peut pas faire. Le bateau reviendra à Lorient en 2021. Et c'est ça ce qu'il nous faut. Des idées difficiles, des idées lointaines, mais très concrètes. Mesdames et messieurs, j'ai toujours un grand danger. Quand je commence à parler, je n'arrête plus. Si vous êtes fatigué, vous me faites signe et j'arrête. Mais si vous avez encore l'intérêt d'écouter quelques cas intéressants, faites-moi signe et je continue. Merci. Vous vous rappelez l'influence que j'ai subie de Elisabeth Mann Borghese, cette femme, cette petite femme forte, qui à 78 ans, finalement, a réalisé les lois de la mer approuvées par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est elle qui m'a imprégné dans mon cerveau. Günther, mer, l'océan, l'opportunité. Et c'est un effet. Comment est-il possible que nous croyons que toutes les solutions sont sur notre terre, de notre terre? Eh bien, nous avons lancé, il y a presque 20 ans, l'initiative de régénérer les forêts de mer. Oui, les algues de mer, pour les Bretons, c'est évident. Malheureusement, on ne transforme pas du tout l'opportunité sur une échelle à une vitesse dont notre monde a besoin pour changer la réalité. Heureusement, en 2012, la revue Science a dédicacé un numéro entier sur l'opportunité des algues de mer. La moitié des contributeurs sont membres du Club de Rome. Pour moi, c'était une révélation. Je connaissais, je ne comprenais pas très bien le modèle d'affaires derrière. Eh bien, depuis lors, nous nous sommes lancés dans des activités de cultivation des algues sur des échelles qui n'ont rien à voir avec les réalités jusqu'à présent. Je n'entre pas dans les détails techniques, mais c'est en effet l'engineering de votre buoyancy, de votre capacité de flotter 2-3 mètres en dessous du niveau de mer, qui vous donne la possibilité d'avoir une cultivation des algues 3D, en 3 dimensions. Imaginez-vous que sur 10 000 mètres carrés, hectares, nous sommes aujourd'hui en train de cultiver 1000 tonnes d'algues par an. Vous savez, avec le maïs, combien de tonnes vous produisez? Le maïs, OGM, avec toute la chimie, c'est 25 tonnes. On fait 1000. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait encore le débat OGM, oui ou non? C'est dépassé, ce débat. Le futur... Ah, Anders, welcome. Et merci Nicolas pour le guider. Hein. Anders Wijkman, comme je l'avais annoncé. Mais je vais tester son français. Tu comprends le français, Anders? Un petit. Ah bon, voilà, c'est bien. C'est-à-dire que nous sommes là avec ces grandes plateformes, production de 1000 tonnes,
Et les 1000 tonnes, nous avons développé un nouveau système de fermentation qui nous permet de transformer en 12 chambres différentes avec une hydrolyse préalable à mettre toute cette biomasse dans les fermentateurs. Nous produisons avec 1000 tonnes de biomasse, nous produisons aujourd'hui 585 mètres cubes de gaz méthane, 90% pur, par jour, pour toujours. Par jour, pour toujours. Ah, ça c'est nouveau. Parce que nous sommes accoutumés d'avoir toujours des limites. Il n'y a pas de limites. Nos écosystèmes n'ont pas de limites. Nos écosystèmes sont des systèmes généreux, des systèmes qui continuent à produire, pour autant qu'il y a écosystème. Imaginez-vous, le gaz naturel, 585 par hectare pour toujours. Et c'est ça ce que nous sommes en train de réaliser. Le coût de production, je n'entre pas dans tous les détails, mais le coût de production est 8 fois moins cher que le gaz de schiste. Alors je ne sais pas pourquoi Total met quand même 10 milliards d'euros sur le gaz de schiste. Je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que je suis contre le gaz de schiste, je suis en faveur d'une solution qui a une meilleure productivité. C'est comme ça quand même qu'il faut penser comme économiste et comme ingénieur. Ce n'est pas parce que j'ai déjà un investissement qu'il faut que ça réussisse. Ah non, 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 non. Si vous avez fait un mauvais investissement, tant pis pour vous. Hein. Mais je crois que c'est important. Nous sommes aujourd'hui, avec la production du gaz, grâce au fait que les déchets de la production du gaz nous donnent par hectare 20 tonnes d'engrais. Alors j'ai multiple cash flow, j'ai plusieurs revenus, j'ai plusieurs plus-values. Et c'est ça ce qui me permet d'avoir un équivalent de l'énergie de mer grâce aux algues qui est de $10 baril pétrole. Le futur est extraordinaire, à condition qu'on est prêt. Alors là, arrive une petite analyse des États-Unis. Les États-Unis ont plus de 11 millions de kilomètres carrés de territoire marin. 4 millions aujourd'hui du territoire américain, terre, est réservé pour la culture du maïs. Si les États-Unis décideraient un jour de remplacer la totalité de leurs besoins énergétiques avec un approvisionnement de gaz par algues, ils ont besoin de 650 000 km². Alors, c'est possible, oui ou non? C'est évident que c'est possible. Les numéros sont là. C'est-à-dire que, avec seulement 15% du territoire aujourd'hui pour le maïs, nous sommes capables, dans l'eau, aujourd'hui il n'y a plus rien parce qu'on a détruit l'écosystème. On régénère l'écosystème et au même moment, on a le gaz et les engrais. Et les engrais, en parenthèse, sont faits avec le gaz naturel. Hein. C'est ce qu'on appelle en américain « double whammy ». 2 fois jackpot. Et alors, Monsieur Trump, je crains que vous lisez trop les tweets de Monsieur Trump. Je crains que vous êtes trop à l'écoute des controverses de Monsieur Trump. Mais le 12 décembre 2017, c'est-à-dire quand à Paris tout le monde est venu pour célébrer le 2e anniversaire de l'accord de Paris, ce jour-là, M. Trump a annoncé, pas par tweet, c'est pour ça que personne ne l'a vu, il a annoncé que les États-Unis vont investir dans le gaz des algues. Il a mis immédiatement un budget de $50 millions à la disposition de l'État de Hawaï pour commencer à faire l'engineering des plateformes de cultivation d'algues. Eh bien, mesdames et messieurs, this is not false news. Ce ne sont pas des nouvelles farfelues.
c'est la vérité. C'est-à-dire que Trump a écouté et analysé les résultats de Woods Hole, le grand centre de recherche de Massachusetts. Il est arrivé à la conclusion que c'est la fin des subsides pour le maïs, pour en faire de l'éthanol. L'heure est arrivée d'utiliser les algues. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a tant de choses qui passent et malheureusement, nous, on ne réserve pas du tout le temps pour faire une analyse du positif. Parce qu'on entend toujours et automatiquement que tout ce que dit Trump est mauvais. Et bon, et c'est vrai que de temps en temps, il dit quand même des bêtises. Vous avez aussi suivi, je crois, le débat de Facebook et de Cambridge Analytica. C'est quand même sur la une, j'espère aussi chez vous, ou seulement dans mes journaux que je lis. C'est le moment de réinventer l'Internet. Mais si vous souhaitez réinventer l'Internet, il faut que vous réinventeriez aussi le concept des satellites. Je vous fais une proposition assez claire et simple. Chaque lumière LED peut être convertie dans un instrument qui vous offre exactement les mêmes services qu'aujourd'hui sont offerts par des satellites. C'est la révolution de la lumière. La révolution de la lumière grâce à M. Nakamura qui a reçu le prix Nobel pour son invention du LED. Le LED n'a que 10 ans d'expérience commerciale. Le LED est quand même un produit extraordinaire parce que c'est une puce qui produit la lumière. Mais alors là, notre réseau de scientifiques est encore une fois venu ensemble parce que quand on dit extraordinaire, on se pose la question, est-ce qu'on peut faire mieux? L'innovation n'est pas grâce à la crise, l'innovation est grâce au moment que vous avez réussi, que vous allez rompre avec vos propres hypothèses et vous imaginez la prochaine étape. Eh bien, la méthode phosphore, c'est la méthode traditionnelle. Et la méthode phosphore, c'est bien entendu qu'on met une couche phosphore sur cette émission de toutes ces fréquences lumière afin que ne sorte que le bleu. Alors le bleu, on sait très bien, vous donne insomnia. Vous ne dormez pas bien si vous étiez devant votre ordinateur le soir. Mais alors là, tout d'un coup, les scientifiques experts dans notre réseau m'ont réveillé, on dit Günther quand même, c'est pas la technologie des LED dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la compréhension comment fonctionnent nos yeux. Et comme vous savez, notre pupille devient normale ou petit quand il y a beaucoup de lumière. Et à ce moment-là, nous avons seulement 5 millions de connexions neurones entre pupilles et notre cerveau. Mais quand il n'y a plus de lumière, eh bien, votre pupille s'ouvre. Et à ce moment-là, il y a 120 millions de connexions neurales qui se créent et qui s'activent. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des LED qui ont l'objectif de recréer la journée. Et nous, biologiquement, on mobilise 5 millions de connexions neurales. Mais dans le cas où nous aurions une lumière qui nous fait penser que c'est la nuit, immédiatement notre cerveau met en évidence cette situation et on mobilise 120 millions de connexions neurales. Et c'est exactement la grande innovation du LED que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le bleu, on va avoir 50% rouge, 45% vert et 5% bleu pour recréer l'ambiance de la nuit. Et l'efficacité de la lumière n'est pas grâce au LED, mais grâce à vos yeux.
Pour la première fois, l'innovation est biologique et pas physique ni chimique. C'est la biologie, et cette révolution nous permet alors de travailler avec un spectre de lumière beaucoup plus vaste qui nous donne la possibilité de faire la transmission des données avec la lumière. Nous sommes 20 fois plus rapides avec le spectre de lumière rouge-bleu, 95%, qu'avec le bleu, 80%. 20 fois plus rapide. Et bien entendu, qui aujourd'hui, dans les lois de la physique qui ont étudié la possibilité d'utiliser la transmission des données selon les couleurs? On ne le fait pas. On n'étudie pas. Mais c'est quand même le futur, parce que regardez ici, la lumière à votre droite est la lumière de nuit, et l'autre est de jour. Ah, c'est évidemment, c'est normal, 124 fois plus de connexions neurales vous permettent de voir beaucoup plus. Et c'est cette innovation qui ne remet pas en cause le Wi-Fi, mais nous savons qu'on va démontrer les limites du Wi-Fi. Et c'est arrivé le Li-Fi, l'Internet par lumière. Mais une lumière qui n'est pas avec les LED du passé, mais avec les nouveaux LED. Ces inventions, mesdames et messieurs, sont des inventions françaises. Sans clé. Université de Versailles. Nous croyons, oui, et l'homme qui l'a inventé est Suat Topsu, mais je ne crois pas que Suat, on était ensemble cet après-midi, mais il y avait un problème de transport, vous savez. Suat Topsu, nous croyons que ce que la France devrait faire, c'est qu'autour de la connaissance du cerveau, de cette compréhension, nous devrions avoir en France, d'ici 2-3 années, au moins 1000 brevets. 1000 brevets. Pourquoi moins? C'est un champ ouvert. La France doit lidérer. Nous avons besoin de tant d'ingénieurs qui se mettent là-dessus. Parce que si nous sommes capables, avec 1 milliard de fréquences de lumière, on change l'Internet. Et en plus, on contrôle les données. Il y a 14 milliards d'ampoules disponibles publiquement dans le monde entier. Et il y a un multiple d'ampoules qui peuvent être transformées en connexion Internet qu'il y a des routeurs Cisco. Ça, c'est incroyable. Le métro de Paris est le premier métro du monde qui a décidé de mettre le Li-Fi partout. 250 stations de métro. La une du monde. Mais le service le plus important, je crois, et vous m'avez entendu parler de ça avant, c'est le service social. Vous savez ce qui se passe avec un aveugle qui a sorti de sa maison et qui doit chercher une toilette? Il ne trouve pas. Un aveugle ne trouve pas de toilette. Et si un jour il a eu quelqu'un qui l'a aidé à trouver une toilette publique, il entre, ne sait pas où et quoi. Et comment. Nous n'avons pas pris soin des aveugles, des malvoyants. Nous les traitons exactement comme il ne faut pas traiter un être humain. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, le premier grand projet qu'on réalise, c'est d'offrir une mobilité, une qualité de vie aux aveugles. Imaginez-vous, c'est la lumière qui les guide. Vous croyez qu'il y a des fonds d'investissement intéressés? Bien entendu. Parce que si vous êtes capable de piloter, d'orienter, de guider des aveugles dans des métros de Paris, eh bien vous êtes capable de piloter tous les autres aveugles qui s'appellent touristes qui ne parlent pas français. Parce que c'est une réalité, si vous ne parlez pas le français, vous arrivez à Charles de Gaulle, c'est pas évident pour prendre le RER.
Je ne sais pas qui a inventé le nom RER, mais pour un étranger, c'est un peu bizarre. Et c'est pour ça que, grâce à cette lumière qui connecte, et je peux faire la preuve avec vous après, c'est avec un téléphone, parce que moi je n'ai pas de téléphone. Jusqu'il n'y a pas de téléphone Li-Fi, je n'ai pas de téléphone. Quand vous avez votre téléphone est déjà équipé pour le Li-Fi. Mais c'est l'intérêt de Qualcomm qui le contrôle le firmware que vous ne pouvez pas utiliser la capacité Li-Fi de votre téléphone d'aujourd'hui. C'est quand même assez bizarre. C'est une opération financière, mesdames et messieurs. Changer tous les ampoules du monde entier, ça vous permet d'économiser quand même 80% d'énergie. L'Internet est le seul secteur dans sa consommation énergétique qui est en pleine hausse et personne ne fait quelque chose pour l'arrêter. Parce que c'est l'Internet, quand même, c'est la communication. L'Internet va arriver à dépasser maintenant les 2% de la consommation énergétique du monde et l'Internet va passer à 6%. Mais grâce à l'intégration de lumière LED avec l'Internet, on va réduire la consommation avec 80%. Opportunité unique. J'espère, je l'ai proposé aux étudiants, que probablement l'école polytechnique devrait être la première école de la France pour avoir le Li-Fi comme standard. On est d'accord? Je n'ai pas entendu oui. Ah oui. Oui, merci. C'est assez modeste, mais ça commence, hein, comme ça. Je vous invite à vous former. Si l'école polytechnique ne vous forme pas dans le Li-Fi, moi je vous forme. Je vous offre les cours, afin que vous pouviez enseigner vos professeurs. C'est important que nous avons cette capacité d'apporter, d'être pionniers. Et le plan financier est assez simple. Avec une économie, si vous économisez 80% d'énergie, eh bien vous financez l'opération. Mais l'éclairage public, aujourd'hui, j'étais à l'Assemblée nationale pour un déjeuner avec des députés. Et bien entendu, je leur demande, messieurs, quelle est la valeur dans le bilan de l'État de l'éclairage public? 0. C'est un coût. Ça coûte d'argent. Eh bien, si nous sommes capables de transformer l'éclairage public de toute la France, qui est propriété publique, si nous transformons en backbone Internet, ça vaut combien? On a fait le calcul entre 350 et 400 milliards d'euros. Pourquoi est-ce qu'on connaît le chiffre? Parce qu'on a fait le calcul pour l'Italie. C'est plus ou moins la même chose. Donnons 50 milliards d'euros, ça va. Mais le plus important, c'est que jamais on a vu un atout backbone Internet avec l'éclairage public. C'est ça l'innovation, c'est ça ce qui change les règles du jeu. C'est ça dont nous avons besoin. Et petit détail, l'Internet Li-Fi est 200 fois plus rapide que le Wi-Fi et le 5G. Vous savez qui s'intéresse à cette vélocité, cette rapidité? Les gamers et les hackers sortent tous de leur petit coin pour venir là où il y a l'Internet à 2,5 gigas par seconde. Ils sont tous là. Personne ne reste à la maison. Ils sont là 24 heures par jour. Ce sont les gens qui vont transformer la société. Il faut les avoir comme partenaires. Mesdames et messieurs, mon dernier cas. Le chardon. Vous connaissez quand même le chardon? Eh bien, le chardon, pour nous, c'est la matière première des herbicides qui vont substituer les glyphosates. Je m'explique. Pendant 40 années, on a essayé avec les glyphosates de tuer le chardon. Et c'est assez miraculeux que chaque année, le chardon repousse.
Quand même, si moi je suis vendeur des herbicides, c'est extraordinaire cette affaire, hein, parce qu'on me demande d'essayer de faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Autour du Méditerranée, il y a 20 millions d'hectares de chardon. 20 millions d'hectares qui sont traités avec glyphosate, bourrés de chardon. Je crois que vous vous rappelez aussi de cette intelligence d'Einstein qui disait si vous faites plus de la même chose, vous attendez meilleurs résultats, vous êtes un fou. Exactement, c'est là où nous sommes. Je ne suis pas pour ou contre glyphosate, ça n'atteint pas son objectif, surtout pas avec les chardons. Mais maintenant, nous arrêtons d'essayer de tuer le chardon, on recollecte les chardons, on fait l'extraction de l'huile, on produit l'acide pélargonique et on fait l'extraction d'acide azélaïque et nous produisons les substituts pour les glyphosates. La revanche du chardon. C'est une revanche économique. Elle est assez intéressante, cette revanche économique. Elle est sérieuse. En Italie, 4 usines. Permis pour protéger les pommes de terre, en Belgique, bien entendu, pour les frites, vous comprenez, on a déjà obtenu. En France, pour les vignes. En Italie, pour les pommes et pour les poires. Nous sommes en train de procéder dans tous les secteurs. La France consomme 90 000 tonnes de glyphosate. Si nous substituons les glyphosates avec les huiles de tournesol, de lin ou de colzate, vous avez besoin de 3 usines en pleine construction maintenant pour atteindre le but de 2022 quand le président de la République et les ministres de l'Environnement ont dit qu'il n'y aura plus de renouvellement des permis pour glyphosate. S'il n'y a pas les usines, on va renouveler. Notre projet, Novamont, est un projet qui nous permet de reprendre la totalité du chardon, une mauvaise herbe, et cette mauvaise herbe nous produit les herbicides du futur. Et en parenthèse, on produit les polymères, les lubrifiants, les élastomères avec chardon. Quand quelqu'un dit qu'une herbe est une mauvaise herbe, c'est parce que la personne ne sait pas quoi faire avec. Mais je crois que dans notre analyse éthique, c'est injuste. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le qualifier mauvaise herbe. Vous devez déclarer votre ignorance et au moins dire herbe sauvage. Je crois que notre langage est un peu injuste. Mais le plus important pour nous, c'est qu'on ne souhaite pas construire des usines dans des terres vierges. Je crois que le plus important, c'est que nous avons la collaboration avec les industries pétrolières pour transformer leurs usines les moins concurrentielles de leur portefeuille et on les transforme en bioraffinage. On l'a fait 4 fois. Ne me dites pas que ce n'est pas possible. Ne dites pas que l'industrie pétrolière n'est pas intéressée. Notre associé s'appelle Eni. On le fait avec la 8e pétrolière du monde. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne proposition financière. C'est une belle stratégie à réaliser. Et je crois que c'est ça ce qu'il faut. Il faut parler le langage du possible. Mesdames et messieurs, j'arrive à une conclusion temporelle. Mais la conclusion requiert toujours une réflexion. Quand moi je fais ma réflexion, je me retire dans mon petit immeuble à Kamakura, Japon, où j'ai une petite demeure de 54 mètres carrés, sans meubles. Vous voyez la petite table où je dépose mon ordinateur pour écrire mes fables. Ma seule inspiration sont les ombres qui jouent sur le papier de riz, les shoji.
Mesdames et messieurs, il est important qu'après maintes voyages, maintes rencontres, maintes débats, maintes défis, maintes problèmes qu'il faut quand même surmonter tout le temps, maintes oppositions qu'il y en a tout le temps, il faut prendre quelques jours de relax et faire méditation ou écrire des fables. On a besoin du temps pour se renouveler, on a besoin de faire la réflexion. Et c'est la première fois que je donne une photo où moi je le fais. C'est simple, ce n'est plus le monastère. Ce n'est plus le monastère où que je vous ai amené au début de ma conférence. Et je crois que dans cet espace, un espace très japonais, tatami, shoji, avec un ofuro, dans cet espace, mesdames et messieurs, j'écris des fables. J'ai maintenant 180 fables publiées en Chine. J'ai un défi, j'ai accepté le défi du gouvernement chinois de publier 365 fables pour 2020. C'est mon héritage, c'est ce que je vous laisse pour le futur. Ce ne sont pas les grands projets industriels, ce n'est pas leurs ambitions, non. Ce sont des contes, des fables, des choses qu'on raconte afin que l'enfant s'inspire. Et pour moi, c'est le plus important, mesdames et messieurs, surtout vous, vous étudiants, au début de votre carrière. On a besoin des gens qui inspirent des jeunes. On a besoin des gens qui dérangent, qui embêtent. Mais quand même, il faut se rappeler les grands mots de René Char qui a dit « Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni regard ni patience. » Je vous remercie pour votre patience.